remettre le prix du logement individuel qui cette année a été attribué pour un projet Le Clos de la Foue à Montsartou, à Bancao Architecte, représenté par Gaël Cellier, Marion Seban et Maxime Bergeret. Voilà, alors le jury a été particulièrement sensible à ce projet de maison individuelle qui s'insère dans un cadre calme, apaisé, avec la nature qui ne présente aucun travers comme une pente abrupte ou quelque accident que ce soit. Et donc d'une façon tout à fait légitime, le bâtiment vient se poser avec grande simplicité, avec un très beau plan, mais toute la complexité est souvent de faire simple dans les petits volumes et dans les petits programmes. Et le matierage tout en pierre, qui donne l'impression qu'on a sculpté sur un socle naturel existant un bâtiment dans sa texture et dans sa couleur, avec un jeu de transparence qui fait écho au contraire avec des façades hermétiques, nous a paru un geste rare et qu'il fallait saluer pour les réalisations de maisons individuelles qui sont souvent des prétextes à au contraire exagérer le geste et en faire trop. Et le décor étant calme, la maison est tout à fait harmonisée avec le contexte. J'espère ne pas avoir oublié l'essentiel, mais c'est ce que nous avons ressenti en tant que... C'est très bien résumé. C'est vrai que la sobriété, c'est au cœur de nos réflexions en fait, dans tous ces aspects. Que ce soit dans l'architecture elle-même, mais surtout sur l'emploi des matériaux, sur la simplicité des volumes. La sobriété, c'est vraiment au cœur de notre... donc ça résume très bien en fait l'approche qu'on a eue du projet et qu'on a du travail en général, de notre travail. Félicitations. Merci beaucoup. Il s'agit du prix Lessis-Mort pour un projet situé à Carros, la serre d'Esprit Jardin, un projet de l'atelier Véran représenté par Virginie. C'est un projet atypique et a priori dans sa programmation il paraît tout à fait improbable parce qu'il est mélangé dans un programme de promotion plutôt du logement et on a un immense espace qui semble être plutôt celui d'un espace, d'un bâtiment public ou d'un équipement et qui en fait, dans son matierage, dans sa composition architecturale mixte avec du bois, avec aussi des transparences, des jeux de vide et de plein, se combine, s'insère et vient tout à fait prendre les empreintes des bâtiments autour de façon à faire une intégration, une insertion totale et plus que ça, un mélange même dans les activités, la perméabilité des activités entre logement et équipement, qui plus est avec des vertus écologiques et des vertus environnementales, puisqu'elle donne le goût par une activité presque ludique à tous ces résidents de venir fréquenter ce bâtiment qui est un peu un lieu de rassemblement. C'est aussi rare de trouver en architecture un pari aussi fou que de vouloir faire quelque chose qui ressemble presque à du bricolage, des assemblages de bois, de métal, de panneaux de polycarbonate, etc. et de béton. Et on a l'impression qu'on travaille avec des matériaux de récupération. En fait, c'est pas du tout. C'est un bâtiment qui est tout à fait neuf, architecturé et bien pensé et très courageux. Oui, c'est parfaitement résumé. Effectivement, c'est un projet atypique qui veut dire que si on est citadin, on peut aussi être un peu écolo, un peu paysan. Moi, c'est en hommage à mon grand-père qui était paysan, qui avait une petite campagne à Comte. Donc nous, le dimanche, on allait ramasser des fraises. Donc j'estime qu'on peut, quand on est architecte, avec un petit geste, donner aux gens l'envie de faire des grandes choses. Parce que de faire pousser des légumes, des tomates, des salades sur le toit d'un immeuble, dans une serre, d'aller partager ça avec les autres, c'est une idée un peu folle, certes, mais on l'a fait, on peut dire qu'on l'aura fait. Merci, très heureux de merci infiniment, je suis ravie. Merci beaucoup, c'est une belle reconnaissance, c'est beaucoup de travail. Nous remettons le prix réhabilitation pour un projet situé à Nice, un appart-hôtel, l'Abbaye Nice, par le collectif et architecte Mylène Duquesnoy et le collectif Super Nice avec Thomas Dimetto et Louana Monfredi.
Voilà, c'est un projet architectural qui a plusieurs facettes. La facette extérieure, qui a à la fois sa qualité et son défaut, c'est la neutralité. On est dans un domaine où on peut avoir des frictions avec le patrimoine existant, qui est quand même assez valorisant. On est dans le centre Nice. Et donc la façade, l'extérieur, l'architecture est tout à fait neutre. Si ce n'est que on voit l'émergence de beaux windows, l'oriel niçoise de la fin du 19e siècle, qui est un petit peu un emprunt au beau window anglais. Et c'est la seule touche de modernité. Il faut lever les yeux pour le voir. On peut circuler dans la rue, on s'aperçoit de rien, on a l'impression d'être tout à fait dans une construction ancienne. Et puis, antithèse, et c'est très courageux, à l'intérieur, par contre, une très grande diversité. Pour 510 mètres carrés de construction, il y a 9 appartements différents, 9 logements différents, tantôt en duplex, tantôt pas, avec une grande diversité d'ambiance dans le design. Et une particularité, c'est le mode constructif. On a privilégié le bois, non pas pour montrer le bois à l'extérieur, puisque à l'extérieur on ne peut pas soupçonner que la technique utilisée était le bois, et pour des questions de rapidité de mise en œuvre, de coût, d'adaptation à un socle existant, le mode opératoire d'architecture en bois était clairement le plus adapté et le plus économique et le plus rapide pour la construction. À l'intérieur, par contre, les matériaux s'affichent dans toute leur modernité et dans toute leur singularité, et on a affaire à un travail d'équipe, architecture, design, et pour raconter une histoire qui est commune et qui donne lieu à penser ce qu'on avait cru, que les maîtres d'ouvrage différents étaient déjà identifiés. Pas du tout, le bâtiment a été fait en une seule fois et la diversité vient simplement de la variété des ambiances proposées par le maître d'œuvre. Ben voilà, le collectif Super Nice s'est mêlé de l'architecture, le design intérieur et accompagné tout ça par le graphisme. Donc en fait, ces trois manières de faire mêlées ensemble, ça a donné lieu à une réflexion commune qui nous a permis de construire ensemble. Ce projet, il a été aussi porté par un maître d'ouvrage, c'est comme ça qu'on dit, un maître d'ouvrage Morgan Bidot, qui nous a quand même largement et qui nous a permis de faire un projet complètement singulier, en accord avec l'architecture et puis aussi Moi j'ajouterais juste que l'abeille ne fait rien d'inutile. En fait c'est parti de là l'histoire, parce que je construis en bois généralement. Et à partir de là on a essayé de récupérer tous les matériaux qu'on pouvait sur le site, parce qu'il y avait des façades années 30 en marbre rose qu'on a réutilisé pour les beaux windows à l'intérieur. Les dalles de pierre très anciennes sur le rez-de-chaussée ont été réutilisées dans le hall. On a travaillé avec tous les artisans locaux, tout est fait main sur mesure, c'est des fenêtres en bois et des beaux windows en acier. On a travaillé qu'avec des artisans locaux et c'était une très belle aventure. C'est un projet vertueux. Voilà. Ouais. Et surtout, un travail d'équipe, on n'arrête pas de le dire, mais sans l'équipe, ça marche pas. Comme dans une ruche, quoi. Ouais. C'est ça, exactement. Merci. Nous passons à la catégorie équipement avec un projet situé à Cannes pour l'école communale Jacqueline de Romilly par l'atelier Stéphane Fernandez, représenté par Stéphane Fernandez et Shinja Nancy. Première chose, dans son économie architecturale générale, ce bâtiment est à la fois ambitieux et modeste. On développe quand même 6000 m², c'est pas rien, c'est un très grand équipement. Et quand on regarde l'école, on n'a pas l'impression d'être écrasé par le poids des mètres carrés. D'abord, l'école se caractérise par une unicité de matérage, la matière pierre, unicité dans le choix chromatique, avec surtout une déclinaison de blanc et de couleur crème, donc des couleurs assez neutres et apaisées. Et le maître d'œuvre fait remarquer très justement qu'on est un petit peu comme dans une carrière avec un socle et des murs qui sont habillés et tapissés du même matérage. Donc ça offre en même temps pour les enfants une sorte de protection. Le bâtiment s'ouvre en U comme une protection avec
la libération sur la vue lointaine avec la Méditerranée. Et c'est important la Méditerranée parce que nous sommes sur un socle calcaire, l'école est toute blanche, ouverte sur le bleu de la mer Méditerranée. On est typiquement dans un contexte et une ambiance méditerranéenne et je pense que ça contribue beaucoup à avoir cette ambiance apaisée lorsqu'on prétend réunir autant d'enfants dans une ville qui est par définition un lieu de désordre, de trouble, de mouvement et de chaos. Et là, on retrouve au contraire une atmosphère calme, apaisée, grâce à la maîtrise et la sobriété de l'architecture. Écoutez, déjà très heureux de recevoir ce prix. Ensuite, moi, ce que je voulais souligner sur ce projet, c'est un projet d'un travail d'équipe. D'équipe autant avec la mairie, la ville, les services de l'éducation et ainsi que les services de l'enseignement. Et c'est effectivement un projet qui fait la part belle, on va dire, à la sérénité, au calme, à celui de la sensation et de la sensualité de l'architecture, ouverte pour les enfants, avec une direction très large sur la Méditerranée et sur l'art. Nous sommes très heureux de te remettre ce prix. Merci beaucoup. Archico 2020. Merci. Nous allons remettre un deuxième prix équipement. Le jury a décerné ce second prix à l'agence In Situ Benaim Nivaggioni pour la station Durandi du tramway de Nice. On est très content d'avoir une station de métro dans une remise de prix d'architecture. Parce qu'en temps normal, tout ce qui touche au transport urbain et surtout le transport en métro souterrain est relégué toujours à l'ingénierie, à la technique, aux performances de distribution et pas forcément à l'architecture. Or, il se trouve que cheminer dans des couloirs de métro, c'est un passage obligé, c'est pas toujours quelque chose de très passionnant, on est dans des boyaux interminables à l'horizontale et transformer des passages obligés en promenade architecturale, c'est le tour de force de l'architecte qui a priori n'avait pas une grande intervention déterminante. Eh bien, je crois que c'est la détermination de l'intervention, c'est de transformer un passage obligé en promenade architecturale. En plus de cela, en surface, il y a quand même un très bon dialogue qui est établi avec la ville, à force de transparence sur la bibliothèque Romain Gary, qui conserve toute son intégrité, le repère des Niçois par rapport à un square qui leur est familier et qui reste intact et préservé, et puis ce travail sur la verticalité qui fait qu'on est dans une station de métro, non pas au prix de marches interminables dans des boyaux, mais par un partage visuel, une continuité verticale et une belle diffusion de la lumière, une transparence. Alors pour compléter, d'abord c'est une aventure qui a duré 9 ans, l'histoire du tramway de Nice et de la ligne 2 et 3. C'est aussi un travail d'équipe puisqu'on était 3 architectes à concevoir ces 4 stations souterraines, dont un effectivement qui avait déjà fait de la station de métro. Et donc c'était une vraie aventure pour un architecte niçois de pouvoir participer à ça. Le parti pris de la verticalité et de ce grand volume pour que les gens se sentent à l'aise, c'était la donnée de base. Et la performance a été effectivement d'insérer ça dans un tissu urbain historique et de retrouver une composition urbaine de cette station au milieu de ce square et une mise en valeur de la bibliothèque et une reprise de l'axe de composition de cet endroit de Nice. Voilà, c'était un vrai challenge de faire ça et pour la première fois aussi c'est un projet architectural qui est partagé par tous et sur lequel on arrive à avoir le regard du public à l'intérieur, ce qui est assez rare dans nos bâtiments qui sont parfois confidentiels. Ben voilà, donc un prix à l'inspiration et puis à la résistance et à l'entêtement. Hein ? Je te remercie. Donc il s'agit là du prix du jury. C'est un prix qui a été un peu un prix de résistance de la part du jury, puisque c'est un projet qui a une histoire douloureuse. Et donc il s'agit de l'extension de la mairie de Biot par l'atelier EGR, représenté par Anthony Rodrigue et Maxime Gilles. C'est en effet un projet à histoire. Le rôle de l'architecte est parfois bien délicat, pris dans les revers et les retournements d'enjeux qu'il ne maîtrise pas, notamment des enjeux politiques. Et souvent l'architecture est un peu la cible des règlements de compte. L'urbanisme est souvent le terrain de règlement de compte des politiques. Il se trouve que ce projet architectural, novateur, comme tout ce qui est un peu novateur et dérangeant à prime abord, et s'avère avec le temps, avec le purgatoire, le temps du purgatoire, une reconnaissance
je pense qu'il va grandissante et les plus réticents maintenant comprennent quel est le sens de ce bâtiment qui est avant tout un parvis, donc une architecture de vide, parce que le bâtiment s'organise en dessous, pour ne pas porter une concurrence déloyale par rapport à une chapelle existante en place. Le bâtiment se fait totalement vide comme une esplanade. Seul un ascenseur fait émergence par rapport au parvis, lui-même coiffé par un édicule qui est strié pour peigner complètement la lumière et ne peut pas porter une concurrence, mais au contraire dialoguer utilement avec la chapelle qui est en face. Et une des particularités de ce parvis, c'est que nous sommes à Biot. Biot, c'est quand même la ville qui est bien connue pour la verrerie, et on diffuse la lumière sur le niveau inférieur à travers une composition artistique savamment faite, orchestrée, avec du verre travaillé à Biot, avec un accompagnement d'un artiste aux côtés de l'architecte. Et je pense que c'est un des points les plus forts. À côté de ça, la façade, donc la façade qui se voit dans la pente est une façade qui est très fortement composée, à la fois avec simplicité, avec un jeu d'axes et une maîtrise d'axes. Donc il y a à la fois de la force et de la simplicité dans la partie de la façade qui se voit, mais depuis le niveau public, c'est-à-dire la plateforme et le parvis, le bâtiment est quasiment inexistant. Quand je dis inexistant, c'est pas que l'architecture se cache, l'architecture se voit, mais d'un autre côté, et elle se voit dans toute la force de sa composition. Alors, au-delà du fait d'insister sur les moments délicats qu'on a peut-être eu à gérer pendant le projet, on peut aussi dire que finalement ce projet-là il est né sous des bons auspices, et ça on peut y insister aussi dessus, parce que finalement le cadre, toute la maîtrise d'ouvrage, les personnes qui nous ont entourés au départ de ce projet ont fait qu'il a pu exister. C'est-à-dire qu'au départ c'était juste une extension avec un ascenseur à installer, et en travaillant avec l'équipe municipale, ça a permis de créer une place qui devienne véritablement l'articulation, l'entrée de la ville. Et donc pour nous c'est ça la force du projet, de se dire que l'architecture ça permet d'avoir un dialogue, et aussi ça permet de créer du lien, de la connectivité avec l'ensemble. Et pour revenir sur le sujet des pavés de verre, on trouvait que cet espace public là c'était vraiment quelque chose qui nous dépassait et qui était trop dur à dessiner. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était le moment de réunir à la fois des artistes et des artisans locaux. Donc pour l'artiste, on a fait appel à Luca Mengoni, un artiste tessinois qui a dessiné avec nous la constellation et le cahier des charges des pavés de verre. Et donc les pavés de verre, ils ont été faits par l'ensemble des verriers de la mairie de Biot. Et ils permettent d'éclairer des points singuliers du projet, comme les galeries couvertes qui desservent la salle de réunion, l'ascenseur et les extérieurs couverts du projet. Donc Anthony, je suis ravi de vous remettre ce prix du jury qui pourrait aussi s'intituler prix résistance, prix innovation. Enfin, il y aurait plein d'intitulés possibles. Bravo. Merci. Donc c'est le prix du logement collectif pour la résidence Olea Vista à Nice par l'agence Combas, architecte, représentée par Sophie Delage, Pierre Lecaire et Mathieu Grenier. Nous sommes sur les hauteurs de Nice, sur les collines, à hauteur de Saint-Antoine-Genestière, Saint-Roman-de-Belley. Donc une ambiance où les collines niçoises n'étaient pas sauvages, elles étaient maîtrisées par des restants, des cultures, des serres, etc. Ce qui donnait lieu à un épanelage de planches. Et cet immeuble d'habitation rebondit un peu sur ces conditions en venant s'insérer sur une plateforme qui était préexistante et où se trouvait une serre. Alors, l'intérêt dans la composition architecturale, c'est de jouer à la fois sur des verticales qui sont des épines et des horizontales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les verticales sont des moyens de privatiser des portions de coursives qui, sans cela, seraient difficiles à vivre parce que le flux des promeneurs qui sont sur les coursives sont autant d'atteintes à l'intimité parce qu'on peut porter le regard à l'intérieur de logements traversants. Il se trouve que les coursives qui sont les dessertes sont traitées avec un jeu de double coursive, une première circulation verticale et ensuite une distribution niveau par niveau, qui fait que ces épines, ces verticales, sont tantôt utilisées comme des sas
des transitions pour rentrer dans la partie privatisée d'une coursive en partie arrière. Et puis sur l'autre façade, la façade ouest, eh bien, ces mêmes plots, ces mêmes épines sont utilisés pour faire ce que les Niçois appellent les cafouches, les rangements, les débarras, les buanderies, etc., qui manquent toujours cruellement dans des ensembles résidentiels. Et l'épaisseur de ces épines préserve l'intimité de balcon en balcon, parce qu'on ne peut pas, même au prix d'une contorsion, savoir ce qui se passe à côté. Ce qui fait qu'on a un peu l'impression d'être dans une maison individuelle, dans un ensemble collectif, parce qu'on accède par l'extérieur, dans une démarche qui est faite avec des sas, et progressivement on rejoint la sphère de l'intimité. Ce qui permet d'avoir un vrai logement traversant, d'abord parce que Est-Ouest, ce sont deux orientations, on ne peut pas trancher entre les deux, on a envie de combiner les deux, et ça permet d'ouvrir par exemple des chambres du côté de l'entrée, parce que l'entrée n'est pas vraiment l'entrée. On a déjà privatisé cette portion de coursive et on préserve donc l'intimité. Et d'ailleurs, les logements peuvent s'organiser avec une certaine flexibilité, parce que tout ce qui est distribution, gainage et technique est centralisé au milieu de l'appartement. Et on peut tantôt avoir une chambre à l'est ou à l'ouest, ou les deux chambres à l'est, et combiner ainsi la répartition entre les pièces de réception et les pièces d'hébergement. Non, alors je crois que Luc a très bien compris le projet. Merci pour sa description d'ailleurs. Oui, c'est vrai que la grande question, c'était, il y avait la question du grand territoire et la question de comment on fabrique un bâtiment où il n'y a pas beaucoup de logements collectifs, et donner l'impression justement d'habiter une maison dans un environnement où il y a pas mal de maisons, et d'où du coup la question des coursives, de rentrer chez soi par un extérieur, d'avoir une vraie question d'intimité. Et après, donc ça c'était pour la flexibilité. En plus c'était arrivé pendant le Covid, donc c'est vrai que les T3 sont pensés pour devenir des T4 ou avec un bureau, enfin ça Luc l'a déjà dit, mais ça c'était, en termes d'usage, c'était très 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 important pour nous de questionner ces choses-là. Et après d'un point de vue architectural, on a questionné ce qui est à mon avis, une problématique pour moi, c'est les séparatifs sur les balcons, qui est toujours quelque chose qui est pensé après, ou qui est pas pensé du tout. Et en fait, on a pris à bras le corps cette question-là en disant, mais c'est le séparatif qui va devenir un élément architectural, d'où l'épaississement de ce séparatif-là, la création des celliers, mais bon, c'est dans la note j'ai mis cafouche parce que c'est un nom vraiment niçois, ouais. Et en fait, c'est le cafouche, bizarrement. L'usage qui va servir l'image architecturale. Après, bon, étant un passionné du Tessin, il y avait tout un dialogue et des références à Vacchini et parmi Vacchini, Donald Judd et ce genre d'éléments. Donc un bâtiment assez abstrait dans un collinaire niçois. Voilà. On est très heureux de te remettre ce prix du logement collectif. C'est très gentil, merci.